l'effraction de l'objet Chine dans le champ du savoir occidental, mais je crois que c'est le cas depuis Matteo Ricci, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, et nous n'en avons toujours pas complètement pris la mesure, l'effraction de l'objet Chine dans le champ du savoir occidental bouleverse les perspectives, bouleverse la méthode. Et c'est à cette remise en question que se refuse évidemment le champ du savoir occidental, engoncé dans ses habitudes, et je dirais même un petit peu sclérosé. Pour ce qui est de la science politique, et je pense notamment à M. Saint-Omer ou à Frenkiel qui travaille avec lui, ça se traduit par une même incapacité à penser la Chine à partir du point de vue original qui est le sien. Une incapacité à élaborer une méthode spécifique à cet objet nouveau qui apparaît. Ça se traduit par la même habitude lancinante, répétée, de penser l'étranger à partir de ce qui nous est familier, à penser l'autre sur le modèle du même, ce qui évidemment ne peut aboutir qu'à des erreurs de perspective et à des jugements erronés, puisque en réalité, il faut bien le dire, tous ces grands experts de l'analyse politique sont surtout de grands enfants qui veulent s'ériger en tribunal du monde. Et ils jugent donc des autres à partir de leur propre idéal. C'est le cas par exemple d'Yves Saint-Omer et de ses réflexions sur la démocratie consultative. Donc je lui répondrai que je ne suis pas moi non plus effectivement tout à fait neutre, mais mon parti pris est méthodologique. Il n'est pas politique ou idéologique, c'est-à-dire que je persiste à lire les choses sous l'angle de la philosophie et non pas sous celui de la sociologie politique ou de la science politique, comme j'ai cherché à le justifier par la critique de Montesquieu, sociologue, dans la deuxième partie, dans le deuxième tome de mon ouvrage. Pourquoi ce refus de la science politique, de la sociologie politique et de leurs préjugés méthodologiques? Parce qu'il ne me semble pas qu'une sociologie politique, fût-elle plus évoluée, habermasienne par exemple, dans l'optique de Yves Saint-Omer, permette de comprendre ce qui pourrait garantir absolument les progrès du modèle démocratique chinois. Les sociologues jugent de la pertinence du modèle chinois de la démocratie à travers sa conformité au modèle occidental, par exemple à son modèle électoral, comme le fait Émilie Frenkiel, et comme c'est le cas aussi de Chevrier ou de Cabestan. Il ne me semble même pas que la sociologie soit nécessaire en réalité. Je m'explique. Je ne crois pas que les nouvelles procédures institutionnelles de la CCPPC, la Conférence consultative politique du peuple chinois, à tous ces échelons, soient déterminantes. Intéressantes, oui, mais pas déterminantes, parce que le Parti communiste chinois se défie de tout formalisme, comme je l'ai souligné en décrivant l'importance qu'il accorde aux procédures extra-légales, les fameuses Shangguidao. Pour le dire simplement, tout se passe comme si les Chinois se défiaient d'Habermas et des procédures d'une démocratie délibérative, raison pour laquelle je n'ai jamais identifié consultation et délibération dans mon propos sur la Chine. Comme s'ils avaient plutôt lu Nancy Fraser ou Ivan Illich, les Chinois, et considéré que ces procédures institutionnelles risquaient bien d'être des remèdes formels pires que le mal. Enfin, je pense que le léninisme de cette démocratie est une forme de paternalisme, et que le paternalisme est une doctrine de la bienveillance autoritaire. Un parent n'a pas besoin de discuter d'égal à égal avec ses enfants. Il n'a pas besoin de les consulter formellement, car les effets approuvés de ses décisions lui suffisent pour s'auto-valider ou s'auto-invalider quand ça ne marche pas. Je veux dire que si le cœur y est, tout y est. Et c'est pourquoi j'ai pensé que les analyses politologiques des initiatives de la CCPPC, à tous ces échelons, si intéressantes ou éclairantes soient-elles, n'étaient pas strictement nécessaires à une méthode philosophique pour la compréhension du modèle chinois de la démocratie. Voilà, alors je ne sais pas si je suis suffisamment clair, j'ai parfois l'impression de parler une langue étrangère, même en parlant français, mais ce que j'essaie de dire, c'est que la sociologie politique et les sciences politiques en particulier
valorise beaucoup trop les formes institutionnelles pour pouvoir véritablement comprendre la spécificité, la fluidité, la souplesse du modèle politique chinois. Une méthode philosophique qui veut s'approprier cet objet inédit qu'est la Chine doit innover et prendre toutes ses distances par rapport à l'idéalisme implicite des sciences politiques qui veulent juger du réel sur la base de concepts déjà connus. C'est toujours le même problème, Nietzsche en avait déjà parlé, trop d'intellectuels qui ne l'ont pas encore lu, Nietzsche, pensent que connaître c'est toujours ramener de l'inconnu à du connu. Eh bien non, les connaissances déjà acquises par les sciences constituées, l'histoire, la sociologie politique, les sciences politiques, etc., tout cela ne doit nous servir, si j'ai bien compris Nietzsche, qu'à nous préparer à engendrer l'avenir, comme dit Nietzsche, c'est-à-dire à penser un objet nouveau, inédit, surprenant. Voilà, laissons-nous surprendre donc. Et j'espère que j'ai un petit peu mieux réussi à faire comprendre pourquoi j'oppose une méthode proprement philosophique pour étudier un objet politique à la méthodologie des sciences politiques.